mesdames, messieurs, monsieur le directeur général. Trois questions. D'abord, sur le chômage partiel. Vous avez raison, ce n'est pas les entreprises qui ont fermé. C'est l'État qui administrativement a fermé. Et donc, elle doit prendre le relais. Mais j'ai une vision un peu différente sur ce que vous dites sur les congés pour les salariés. Parce que ce n'est pas non plus les salariés qui sont responsables de cette crise. Donc, c'est ni aux directions d'entreprise, ni aux salariés de payer la crise. Et la question des congés payés, parce que le chômage partiel, c'est quoi? C'est un droit qui est activé par des cotisations sociales, salariales et patronales. Là, le problème que nous avons, c'est qu'il n'y a plus de salaire. Il n'y a plus de salaire socialisé, il n'y a plus de cotisations qui rentrent. Donc en réalité, je comprends qu'on ait activé le chômage partiel parce que nous étions, lors du premier confinement, dans la rapidité extrême. Mais à mon avis, il faut commencer à réfléchir pour l'année 2021 à un tout autre système. Parce que ça ne peut pas peser sur l'entreprise, mais ça ne peut pas quand même peser sur les salariés. Il y a cette question qui est, à mon avis, posée. Donc, est-ce que le MEDEF réfléchit à proposer quelque chose? Parce que, par exemple, le monde de l'événementiel ne repartira pas en 2021. Bon. Deuxième question sur la conditionnalité des aides. Vous avez posé une question assez intéressante, ça ouvrira un débat. La question, ce n'est pas tellement la conditionnalité des aides pour l'ensemble des entreprises qui pose problème dans l'opinion publique. C'est la conditionnalité des aides pour les très grands groupes. Parce que, par exemple, les PGE, tout le monde a compris que l'artisan ou le commerçant qui a contracté un PGE, l'extrême majorité ne le remboursera jamais. Et donc, en vérité, nous devrions avoir un débat très vite pour dire qu'il faut transformer ça en capitaux propres. Par contre, pour les très grands groupes qui ont continué à verser des dividendes aux actionnaires en 2020, évidemment, sur l'année 2019, mais est-ce qu'en 2021, ils ne verseront pas de dividendes? Ça, c'est une question. Qui, dans le même temps, peut bénéficier de prêts garantis par l'État, de chômage partiel, de plans sectoriels, de prêts de la Banque centrale, et qui licencie en même temps, c'est ça qui devient insupportable, monsieur le directeur général. Et donc, je pense que là aussi, plutôt d'être arc-bouté sur une question, oui, pas de conditionnalité des aides, vous devriez dire, nous avons un débat sur les grands groupes. Parce que nous aidons les grands groupes, mais ils doivent sauvegarder l'emploi. C'est une question. La dernière chose, c'est sur le plan de relance. Moi, j'ai eu des débats assez intéressants avec Fabrice Le Sachet, que vous saluerez d'ailleurs de ma part sur cette question-là. Et j'ai lu beaucoup d'interviews de Geoffroy Roux des Yeux, y compris avant le Covid. Il y a une question, c'est le salaire. Et on sait les petits salaires. Donc, il y a une question, parce que si on veut relancer l'économie, il y a un choc de l'offre, mais il faudra aussi un choc de la demande. Si les Français ne peuvent pas consommer, ben, il n'y aura pas de relance. Donc, est-ce que là aussi, vous continuez le débat que vous avez sur l'augmentation du SMIC et des salaires? Et vous verriez à quelle hauteur l'augmentation du SMIC? C'est ça qui m'intéresse. Voilà, je vous remercie, monsieur le directeur général. Alors, j'en viens maintenant aux questions de monsieur le sénateur Gay sur les congés payés. Alors, pardon si mon expression a été maladroite tout à l'heure, je n'ai pas du tout voulu dire que les salariés n'avaient pas droit aux congés payés qu'ils avaient acquis pendant la période de chômage partiel. Hein. Ce n'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. J'ai voulu dire que par rapport à l'accord de 2012 qui avait permis cette possibilité, qui est assez unique en Europe, il faut quand même le savoir, bon, les effets de cela sont massifs du fait que le chômage partiel a été lui-même massif pendant la période. On sait qu'il y a pratiquement 9 millions de personnes qui ont été à un moment ou à un autre en chômage partiel dans le pays depuis le mois de mars. Bon. Et encore plus massif dans les secteurs qui ont été fermés administrativement, tels que la restauration. Et que donc ça posait un problème opérationnel et financier pour les entreprises qui se trouvaient confrontées au moment de leur réouverture, à la fois au problème opérationnel, donc de donner aux salariés le droit de prendre ses congés, puisqu'il faut bien qu'ils les prennent, puisqu'ils les ont acquis, et le fait de devoir le financer. Et je trouvais que, j'ai dit donc tout à l'heure que la solution proposée par le ministère du Travail était la bienvenue, et qu'elle avait été donc discutée, calibrée. Bien sûr qu'on aurait espéré toujours plus, mais en tout cas, elle est satisfaisante de la façon dont elle a été négociée. D'ailleurs, les fédérations les plus concernées, par exemple l'UMI de l'hôtellerie-restauration, ont fait un communiqué pour dire qu'elles étaient tout à fait satisfaites de cette prise en charge. Et je pense que les organisations syndicales peuvent aussi s'en satisfaire, puisque les droits des salariés seront ainsi bien préservés. Leurs congés payés seront financés, ils pourront soit les prendre, soit se les faire monétiser.
sur les congés payés ainsi acquis pendant la période de chômage partiel, et c'est tout à fait normal. Pour les secteurs qui vous m'interrogez sur est-ce que le MEDEF a des propositions plus spécifiques à faire pour des secteurs comme l'événementiel, alors il se trouve qu'on a effectivement pris les devants ces dernières semaines en organisant des forums thématiques par secteur. On a invité nos collègues du secteur de la culture et de l'événementiel, on a invité nos collègues du secteur des sports et aussi du secteur de l'hôtellerie, restauration, café, pour réfléchir ensemble à des mesures très concrètes qu'on pourrait proposer au gouvernement. Vous me prenez un tout petit peu au dépourvu, monsieur le sénateur, parce qu'on va bientôt sortir du bois sur une série de propositions concrètes, mais on ne les a pas encore formalisées. Mais en tout cas, sachez qu'effectivement, on s'est organisé pour, avec les fédérations concernées, avec les professionnels des secteurs concernés, pour apporter des propositions concrètes lorsque c'est nécessaire. Alors ensuite, vous m'invitez à m'exprimer sur la question de la conditionnalité des aides pour les grands groupes par rapport à la question des dividendes ou des plans sociaux. Bon, c'est un sujet très politique, hein, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt. Votre micro est coupé, monsieur le sénateur. Donc Non, mais monsieur le directeur général, je vous réponds que vous en faites beaucoup de politique, mais c'est normal. Un syndicat est là pour défendre ses représentants, et vous le faites avec force, mais il s'occupe aussi de la vie de la cité. Et donc, vous faites de la politique, pas au sens politicien ou d'un parti, mais vous faites de la politique lorsque vous parlez des impôts, des taxes. Donc, je me permets de vous poser cette question parce qu'elle est aussi politique, vous avez raison, comme celle du partage de la valeur. Mais alors, effectivement, c'est votre question d'après, je ne l'ai pas oublié. C'est là que je vais peut-être un petit peu utiliser le joker que j'évoquais tout à l'heure, parce que c'est difficile pour moi, en tant que DG, d'élaborer un peu plus loin sur ces sujets. Ce que je voudrais juste faire observer, c'est que, premièrement, les grandes entreprises ne sont pas plus illégitimes que les autres à obtenir des pouvoirs publics les compensations adéquates par rapport aux pertes d'activité qu'elles ont subies. Bon. Même si on parle du coup de montants qui sont plus élevés, même si on parle d'entreprises qui par ailleurs peuvent engranger des bénéfices importants, je comprends tout à fait sur le plan de l'image le côté un peu choquant que ça peut avoir, mais néanmoins, toute chose étant égale par ailleurs, les pertes subies par telle ou telle grande entreprise sont à due proportion les mêmes que celles que subissent des petites entreprises. Donc, la deuxième chose que je voudrais faire observer, c'est que sur la question des dividendes, les organismes professionnels côté patronal ont pris des initiatives, notamment avec l'AFEP au semestre précédent. Le MEDEF et l'AFEP ont émis une recommandation sur la modération des dividendes, et effectivement, ceci s'est traduit dans les faits, puisque les dividendes versés en 2020 au titre des bénéfices 2019 ont été 40% inférieurs à ceux versés l'année précédente. Bon. Alors, 40%, c'est moins bien que 70% de votre point de vue, sans doute, monsieur le sénateur, mais c'est quand même un signe qui a été apporté. Quant à la question des licenciements, là, je pense qu'on ne peut pas du tout tenir de discours général sur le sujet. C'est entreprise par entreprise qu'il faut regarder. Je sais qu'il y a le cas de Danone, par exemple, qui a pu attirer l'attention des parlementaires ou de l'opinion publique ou des médias récemment. Bon, moi, il ne m'appartient pas, évidemment, de commenter la stratégie de telle ou telle grande entreprise qui, à un moment donné, estime, compte tenu de ses charges, de ses recettes, de sa stratégie, de ses perspectives d'activité à long terme, qui estime nécessaire de prendre telle ou telle décision stratégique. Bon, ça, c'est... Voilà, je comprends l'émotion que ça suscite. Évidemment, le MEDEF est préoccupé par l'emploi et par le niveau d'activité dans le pays. Donc, c'est jamais de gaieté de cœur qu'on regarde des entreprises annoncer des plans de départ, mais ça relève de la stratégie de chaque entreprise, donc on ne peut pas faire de commentaires généraux. Sur la dernière question, qui est la question salariale. Alors, oui, monsieur le sénateur, je suis assez d'accord avec vous que une grande partie de la relance, de la reprise d'activité, etc., dépend de la consommation, et que la consommation dépend du pouvoir d'achat. Ça, c'est absolument indéniable. On a fait observer d'ailleurs au gouvernement, ça me fera peut-être d'ailleurs une transition avec la question que j'évoquais au tout début du plan de relance.
on a fait observer au gouvernement que le plan de relance, il fallait qu'il marche sur ses deux jambes et que il y a la jambe du côté de l'offre. On est très content effectivement que le gouvernement ait choisi des modalités de relance qui passent beaucoup par la transformation des entreprises, par le fait de travailler le côté offre de manière à rendre notre économie plus agile, plus efficace, plus compétitive. Mais il faut aussi qu'il y ait un volet pouvoir d'achat. Alors, ce volet, il est quand même en grande partie constitué par l'effort public fait sur le chômage partiel. C'est pas loin de 30 milliards d'euros qui ont été ainsi consacrés à maintenir le pouvoir d'achat des ménages, alors que si le chômage partiel n'avait pas été mis en place, eh bien, il y aurait eu sans doute des pertes de revenus beaucoup plus brutales sous la forme de licenciements ou sous la forme de perte d'activité. Donc, de l'argent a été injecté du côté de la consommation et du pouvoir d'achat à travers le chômage partiel. Ensuite, alors, je sais que ce n'est pas tous les ménages et je sais que le chiffre que je vais prononcer correspond à un total et qu'il n'est pas forcément réparti de la même façon dans toute la population, mais quand même, les études de la Banque de France et autres montrent que nos concitoyens ont épargné entre 80 et 100 milliards d'euros pendant la période de confinement. Je vous vois sourire, monsieur le sénateur, j'ai bien pris la précaution de dire que je sais bien que cet argent n'est pas également réparti dans toute la population, ça va de soi. Pour épargner, encore faut-il avoir une capacité à épargner, je m'en suis conscient. Mais du coup, nous souhaitons que par des mesures qui sont à définir, qui sont à imaginer, qu'à un moment donné, les pouvoirs publics trouvent les outils pour inciter les Français à désépargner et à donc utiliser ce bas de laine qu'ils ont mis de côté pour contribuer à relancer l'activité et à consommer. Bon, troisièmement, ça ne m'appartient pas de le commenter parce que ce sont des décisions publiques, mais j'observe quand même que le gouvernement, dans le PLF 2021 ou dans différents PLFR qui ont été votés en cours d'année 2020, a augmenté la prime de rentrée scolaire ou des différents dispositifs de soutien des ménages dans des proportions assez importantes. Donc, c'est de l'argent, c'est sur plusieurs milliards d'euros qui ont été consacrés à soutenir le pouvoir d'achat. Sur les salaires eux-mêmes, bon, il y a un débat qui est en train de se faire sur la hausse du SMIC. Je ne vais pas le commenter, mais vous connaissez notre thèse générale qui est que bien sûr qu'il faut qu'il y ait du pouvoir d'achat dans l'économie pour permettre la consommation et donc un cercle vertueux dans l'économie. Et en même temps, le coût du travail, c'est un des principaux intrants de notre compétitivité. Et donc, si on veut être fort à l'export, si on veut ne pas se laisser submerger par des importations à bas coût, eh bien, il faut que notre coût du travail, et ce n'est pas que le coût du travail, c'est aussi le coût des investissements, le coût de l'énergie, le coût de tous les intrants qui font au total la valeur ajoutée de notre économie, soit maîtrisé. Et donc, dans une période où il n'y a pas d'inflation, cette maîtrise, elle passe par la maîtrise salariale. Mais encore une fois, c'est à chaque entreprise de prendre ses décisions en la matière, en fonction du marché du travail qui est le sien, en fonction des compétences, en fonction des métiers en tension, etc. C'est aux entreprises de définir, je dirais, la relation contractuelle salariale qui convient.